Bonsoir. Gouvernement, syndicats et patronat se retrouvent. Une première depuis le début de la crise sociale liée à la hausse du prix du carburant à la pompe. Entre 8 et 10 000 francs, sa devise. Parviendront-ils à un consensus? Nous serons avec Adi Kamara. Nous irons à l'ENAM où l'avenir des candidats aux examens professionnels se joue. Les dés sont jetés pour la correction des copies. Près de 900 enseignants sont mobilisés. Ils ont une semaine pour tout valider et nous verrons comment tout cela se fait sur place. Et puis une question, pourquoi n'arrive-t-on pas à dégager la voirie publique? Toutes les opérations jusque-là ont montré leurs limites. Conséquence, la circulation est dense à Conakry, les risques d'accidents élevés. Que faut-il pour mettre fin à l'anarchie sur les artères publiques? Restez avec nous pour comprendre. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Ce qui concentre l'attention ce soir, tête à tête entre le Premier ministre et les acteurs sociaux. Un seul sujet sur la table, le prix du carburant à la pompe. Aucun consensus n'est encore trouvé depuis son réajustement à 10 000 francs, alors que les syndicalistes exigent le retour à 8 000 le litre. C'est le principal point d'achoppement et pour l'heure, aucune ligne ne semble bouger. Le récit de cette rencontre avec Kabassouma Adi Kamara. C'est une rencontre tripartite, syndicats, patronat et gouvernement. C'est autour des questions relatives à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Là-dessus, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu amplement sur les raisons de cette décision. La contrainte majeure liée au prix, nous devons l'assumer. Pourquoi? Quand vous arrêtiez cet accord, encore une fois, je n'étais pas aux affaires, le prix était à 47 $. Corrigez-moi si je me trompe. Et vous avez prévu dans votre accord tripartite que quand le prix atteint 57 $, vous le bougez. C'est cela, non? C'est ça l'accord tripartite. 57 $, le baril. Au moment où nous fixions le prix à 10 000 francs guinéens, le baril était à 112, 113 $. Il y a qui me disent, attendez, l'accord de Washington prévoit que ça devait être 950. C'est vrai, mais 950 basé sur un baril au décembre, au moment ou avant décembre, au moment en 2017 où il projetait ça, l'augmentation du prix du baril était prévue autour de 65-70. À 65-70, les 950 étaient jouables, ça équilibrait. Au moment où on prenait la décision de 10 000, on était à 77 $. Et aujourd'hui, vérifié sur le spot international, on est à plus de 80 $ le baril. Ce que je suis en train de dire, la situation actuelle, même les 10 000 sont insuffisants pour s'en convaincre, comparé par rapport à la Côte d'Ivoire qui est producteur en partie de son pétrole. La Côte d'Ivoire a du pétrole, contrairement à la Guinée. La Côte d'Ivoire a une raffinerie, contrairement à la Guinée. Le prix là-bas est plus cher qu'en Guinée. Plus cher au Sénégal qu'en Guinée. Plus cher au Mali qu'en Guinée. Sierra Leone, à peu près, je ne suis pas, parce que la monnaie est tellement flottante en Sierra Leone, je ne peux pas me hasarder. Je sais seulement qu'ils ont fait une augmentation de 33%, là où nous avons fait 25%. Maintenant, dépendant de la parité entre le Lyon et le franc guinéen, chacun peut faire ses calculs. Dr Ibrahima Kassory Fofana s'est évertué également à donner d'autres explications par rapport aux conséquences économiques et financières des subventions accordées par l'État sur certains produits. La plupart des pays ont pratiqué une politique de subvention. Mais cette politique s'est révélée coûteuse. J'ai vu un article de Jeune Afrique il y a 2-3 jours. Il me plairait de partager avec vous, qui a fait une analyse, ce n'est pas sur la Guinée, sur l'ensemble de la mise en cause de la politique de la subvention du pétrole en Afrique. C'est un mal commun pour l'ensemble de la planète, parce que tous les pays qui ne sont pas producteurs du pétrole confrontent ce mal-là
Même ceux qui sont producteurs, j'ai cité la dernière fois l'exemple du Venezuela, ils n'ont pas voulu ajuster. Aujourd'hui, le Venezuela est dans des conditions de croissance négative. Le pétrole, nous ne le produisons pas. Comme toute marchandise, tu achètes, tu revends. Si c'est les denrées essentielles, on peut comprendre, c'est-à-dire le riz, le sucre, la tomate, l'huile. Et croyez-moi, le président de la République, même depuis Washington, depuis New York où il est, il a pris des mesures avec les gros importateurs pour stabiliser les prix. Et croyez-moi, je m'emploie depuis cette mesure sur ces denrées clés qui touchent les populations. Il n'y a pas encore un quart d'heure, j'étais en réunion avec le ministre des Budgets et un des importateurs du riz, de l'huile, pour garantir que les prix ne vont pas bouger au moins jusqu'en décembre. Les mesures d'accompagnement, nous sommes disposés et ensemble on peut travailler là-dessus. Pour lui, l'objectif du gouvernement est d'œuvrer dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la réalisation des projets à caractère social et économique. La Guinée nous appartient, j'attends de vous des suggestions constructives pour qu'ensemble on améliore une situation hélas difficile. Le médiateur de la République, Mohamed Seydou Fofana, était là pour faciliter les négociations. On peut dire que c'est une première victoire que le gouvernement ait un entretien avec les syndicalistes pour s'expliquer, pour que chacun connaisse la motivation de l'autre. J'ai dit que chacun de nous a le souci de faire en sorte que ce peuple trouve du bonheur, que le gouvernement ait la possibilité de faire avancer les choses. Chacun est animé par ce souci. Deuxièmement, j'avais constaté lors de mes démarches que chaque parti souhaitait rencontrer l'autre et dialoguer. Alors, la porte n'était ouverte nulle part. Alors, les conditions étaient réunies que les partis se rencontrent pour mettre sur la table, n'est-ce pas, ce qui est l'objet du désaccord. Je crois que c'est ce travail d'explication qui a été fait de part et d'autre. J'en profite pour féliciter les syndicalistes qui sont venus réitérer leurs positions, n'est-ce pas. Ils ont reçu des messages qu'ils vont aller respectueusement, n'est-ce pas, transmettre à leur mandant. Je félicite aussi le Premier ministre pour avoir donné des explications claires, précises, qui ont permis certainement aux uns aux autres de comprendre quelles sont les motivations du gouvernement. Donc, comme vous l'avez senti, la salle, le climat était détendu, chacun a bien sûr des positions, mais le reste, ça démontre que les Guinéens, quel que soit le cas, ils sont capables de se dépasser et de privilégier la Guinée au-dessus des intérêts. C'est une première prise de contact et elle va se poursuivre dans les prochains jours en vue de rapprocher les positions et cela dans l'intérêt de la Guinée et du Guinéen. Actualité économique avec la présentation des résultats du rapport d'évaluation des réformes des finances publiques, une opération suivie de près par le FMI alors qu'un nouveau programme actualisé est annoncé par le gouvernement, comme l'explique en image Mamadi Gassama. Dépenses publiques et responsabilités financières, un programme de réforme des finances publiques. Après la phase de conceptualisation, le gouvernement guinéen et ses partenaires tentent d'actualiser le programme suivant le PNDS, Plan national de développement économique et social. Nous avons discuté avec la partie nationale d'un plan stratégique de réforme rénové qui s'appuie sur des cadres méthodologiques beaucoup plus évolués dans le cadre PEFA de 2016 et le cadre PIMA, comme je l'ai indiqué, Public Investment Management Assessment, évaluation de la gestion des investissements publics de 2018 du FMI. Et avec donc cette nouvelle base, on a un nouveau préfip actualisé qui a fait l'objet des échanges avec les autorités et qui inclut un cadre logique rénové et dans des dimensions assez significatives et qui vient de faire l'objet de discussions avec la partie nationale. Le programme est planifié pour une durée de 4 ans. Il va prendre en compte plusieurs composantes, notamment la mobilisation et le recouvrement des recettes fiscales, la préparation et la présentation du budget, mais aussi l'exécution et le contrôle du budget de l'État. La gestion de l'argent public
est un instrument majeur du développement d'un pays. Donc, si nous arrivions à mettre en œuvre dans les meilleures conditions possibles le programme de réforme des finances publiques que nous venons d'actualiser, nous donnerons ainsi les chances à la Guinée de réaliser ses objectifs de développement durable. C'est bon pour le pays et c'est bon pour l'image du pays. Et je souhaite que cette évaluation, franchement, les conclusions et les recommandations qui en résulteraient soient prises en compte par nous les politiques et que les techniciens aussi comprennent la nécessité de les conduire à bon port. Ce programme de réforme des finances publiques, une fois validé, servira désormais de bréviaire pour tous les autres projets susceptibles d'être financés par le budget national de développement. Je vous l'annonçais en titre, allons à l'école des arts et métiers de Conakry, non pas pour parler de l'établissement, mais sur place un gros travail est en cours. Vous allez le voir, la correction des copies des candidats aux examens professionnels. Ils sont plus de 16 000 cette année et 887 enseignants sont mobilisés pour sélectionner les meilleurs. Notre reporter Moussa Komara a visité ce centre pour voir et comprendre comment cette opération se fait. Témoignage dans ce reportage. Regard rivé sur les copies, bic rouge en main. Ils apprécient le mérite des candidats dans 109 filières techniques. Ces enseignants sont venus de toutes les écoles techniques publiques et privées du pays. Au tableau, le corrigé type des sujets les sert de référence. Au début, d'abord, nous avons fait un corrigé type de toutes les matières. À l'issue de ce corrigé type-là, toutes les matières ont été corrigées hier. Maintenant, nous avons eu à faire deux corrections, deux matières corrigées hier, et aujourd'hui nous sommes sur la troisième matière. Dans cette grande salle sont acheminées les copies des candidats. Ces cadres assurent le secrétariat et reportent les anonymats enlevés avant les corrections. Le travail est complexe et minutieux. Des lots de copies et d'anonymats sont placés ça et là. Toute une batterie de mesures est mise en branle pour la sécurité. Pour moi ici c'est très complexe parce que nous avons assez de filières. Ce n'est pas comparable au MEPU. Ici vous pouvez trouver plus de 100 filières. Chaque filière, il faut l'encadrer, encadrer les gens aussi qui viennent pour le report des anneaux par rapport au PV. Il faut les sécuriser et des cadres qui sont commis à la tâche, nous les préparons à l'avance pour ne pas qu'il y ait assez d'erreurs. Il peut y avoir des petites anomalies, nous corrigeons au fur et à mesure que ça se dessert. De la commission de relevé de notes jusqu'au secrétariat central, aucune anomalie n'est encore signalée. Dans la salle informatique, les notes sont reportées. Nous commençons la saisie. Nous saisissons d'abord les notes en général. Ensuite, nous refixons encore les notes sur la machine. Celui qui dicte contrôle et redicte les notes. Celui qui tape contrôle en même temps les notes. Pourquoi? C'est pour éviter les erreurs. Après les corrections, la saisie des notes et le calcul cette semaine, les résultats sont attendus la semaine prochaine. Comment harmoniser les plans de recherche scientifique dans le pays? Le sujet est en débat à Conakry. L'objectif est de parvenir à une unité d'action pour valoriser les méthodes de recherche dans les institutions et centres de documentation. Alors, comment tout cela va concrètement se faire? Élément de réponse dans ce reportage de Francis Collier. Pour avancer dans la recherche, la Guinée veut harmoniser les efforts et embrasser de nouvelles méthodes. Ce processus amorcé vise à développer des outils de planification que les institutions de recherche et les centres de documentation vont utiliser. Cette rencontre se fait dans le cadre de la synergie entre les institutions. Les plans d'action seront examinés de façon concertée, de façon participative, afin de voir les points faibles, les points forts, essayer de mettre en commun les activités qui nécessitent de l'être. Cela permettra non seulement d'économiser les ressources humaines, d'économiser les ressources financières, mais aussi de contribuer au développement socio-économique du pays. Ce vaste programme est inscrit dans les priorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s'appuie sur l'expérience des pays développés à travers un partenariat stratégique. Nous voulons nous positionner, avoir des plans d'action bancables. Nous avons pris des spécialistes en plan d'action pour venir montrer à nos centres de recherche et de documentation comment monter un plan d'action pour ensuite trouver les moyens de réalisation de ces plans d'action.
Une trentaine d'institutions de recherche scientifique et de centres de documentation du pays participent aux travaux. Désormais, les mêmes outils de planification validés vont être appliqués pour optimiser les résultats de recherche et faciliter leur conservation à travers les centres de documentation du pays. On va parler d'hygiène et de salubrité. Au ministère de la Communication, on veut impliquer les médias dans une campagne d'information des citoyens sur les risques liés au manque d'hygiène dans les foyers. Une vingtaine de journalistes en langue nationale sont formés pour intensifier les actions de sensibilisation sur l'hygiène et la salubrité pendant que les grandes pluies tombent sur Conakry. Maurice Sidibé. Jeter les ordures dans les caniveaux est une pratique quotidienne pour bon nombre de citoyens en Guinée. Venus des médias publics et privés, ces journalistes des langues nationales apprennent les techniques de sensibilisation sur l'hygiène et la salubrité publique. L'initiative gouvernementale de rendre plus propre Conakry nous a inspirés pour monter ce projet de formation sur la sensibilisation en matière de communication, sur l'hygiène et la salubrité pour Conakry. Quels sont ceux qui peuvent faire mieux ce travail? Nous avons estimé que c'est les journalistes. Mais les journalistes de quelle catégorie? Les langues nationales. Parce que quand on prend le pourcentage dans notre pays de ceux-là qui parlent le français, c'est peut-être 5%, 10%. Les 80% comprennent les langues nationales. Donc le message qu'on doit véhiculer pour l'hygiène. L'hygiène, c'est les relations entre l'individu et son environnement. Pour la salubrité, la propriété. Et pour la santé, je pense que c'est par le biais des journalistes des langues nationales qu'il faut qu'on s'adresse à nos citoyens, à nos populations. Pendant des jours, ces acteurs de la sphère médiatique vont se familiariser avec les techniques de communication en langue locale en vue d'un changement de comportement à la base. En vous invitant à prendre part à la présente formation, le ministère de l'Information et de la Communication voudrait vous traduire l'intérêt qu'il attache à la lutte contre l'insalubrité et à sa ferme volonté d'œuvrer pour la promotion de l'hygiène publique ou collective. Ainsi, j'ai la ferme conviction, comme beaucoup d'entre vous, que l'insalubrité n'est pas une fatalité, mais au contraire, un fait de société, donc le résultat du comportement de l'homme. Chers journalistes, pour que l'homme change de comportement ou d'attitude vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la société, celui-ci doit nécessairement être suffisamment informé sur ses droits et surtout sur ses devoirs. Si certains agissent négativement sur notre cadre de vie, d'autres par contre le font par pure ignorance. Au terme de cette session de formation, ces journalistes vont se mettre en réseau afin de mieux accomplir leur mission dans leurs services respectifs. Et puis notre rubrique Guinée en bref, une compilation de sujets sur l'actualité nationale proposée par la rédaction. C'est un commentaire de Valérie Talimanet. La représentation diplomatique belge et le bureau de l'Assemblée nationale échangent autour des projets en cours financés par la Belgique. L'essentiel des activités est consacré à la santé sexuelle et reproductive, l'entrepreneuriat, la fourniture d'eau potable et l'assainissement, pour un montant total de 65 millions d'euros. D'autres perspectives sont envisagées pour renforcer cette coopération. Mais on a également parlé d'autres défis que la Guinée doit relever, que ce soit par rapport à l'éducation, par rapport aux infrastructures, notamment routières, la santé dans son ensemble, également le problème de la migration. Et malheureusement, l'ambassade n'a pas pour le moment de section consulaire, donc on ne délivre pas actuellement de visa pour la Belgique, mais ça n'empêche qu'on réfléchit avec la Guinée sur comment favoriser la migration légale vers la Belgique. Mener des séances de travail peut-être plus concrètes pour aller dans des sujets beaucoup plus précis et voir comment cette collaboration, y compris entre parlementaires belges et guinéens, peut peut-être se renforcer dans les prochains mois, les prochaines années.
C'est une poignée de main qui suscite beaucoup d'espoir au secrétariat général du gouvernement. Ce mercredi, le diplomate français en poste à Conakry est venu s'imprégner du fonctionnement de l'institution. Après un tour dans les différents services, le constat révèle un besoin important en termes d'équipement et matériel. J'ai constaté qu'il y avait quand même une certaine difficulté en termes de bâtiments, puisqu'il y a plusieurs bâtiments qui prennent l'eau, en termes d'équipements informatiques qui ne fonctionnent plus, et puis en termes de gestion des ressources humaines. C'est vraiment important de mettre l'accent sur un meilleur fonctionnement du SGG, parce que le SGG est au cœur, encore une fois, et à l'interface de l'État qui travaille avec la primature, avec la présidence, avec l'Assemblée nationale, avec la Cour suprême. On recevra une requête dès que possible de la part du secrétaire général, une requête sur les différents axes de priorité de coopération qu'on va étudier, et j'espère que dès la rentrée on pourra effectivement mettre en musique certaines actions de coopération avec le SGG. La troisième audience dans l'affaire de détournement de deniers publics à l'Office guinéen de publicité et à l'Office guinéen des chargeurs, initialement prévue pour ce mercredi, est renvoyée au vendredi 20 juillet 2018 pour la délibération au tribunal de première instance de Kaloum. Raison évoquée, le juge en charge du dossier n'aurait pas fini de rédiger sa décision. C'est un passage obligé pour les riverains de ce cours d'eau de Kakimbo. Le pont de fortune qui servait à la traversée a cédé depuis le 9 juillet sous la pression des grandes pluies. Kakimbo est souvent la cible des grandes inondations. En cause, les constructions anarchiques auxquelles se livrent les citoyens d'année en année. Pour se rendre à la mosquée du quartier, les habitants de cette rive doivent affronter les eaux fraîches. Ils s'engagent à rétablir le pont de fortune en attendant des initiatives pérennes. Pour quitter, passer de l'autre côté, nous traversons sur ce pont. La grosse pluie qui était venue la semaine passée, vous voyez, il a effondré notre pont, le pont est passé. Donc on n'a pas cette opportunité de venir mettre le pont là, de refaire le pont. À Conakry, c'est un casse-tête pour les autorités, le déguerpissement de la voirie urbaine. Toutes les politiques qui se sont jusque-là succédées ont échoué. La voirie reste anarchiquement occupée par des étalagistes, par exemple, ce qui n'est pas sans conséquence sur la fluidité de la circulation des piétons ou engins roulants. Notre reporter Mourir Ba s'est intéressé à ce sujet. Pour comprendre ce qui coince vraiment, ces images sont commentées par Tabansila. La transversale T6 dans le quartier Anta à Matoto. Ici, les étalagistes règnent en maître au mépris de la circulation. Sur cette autre bretelle de Symphonia à Ratoma, ce sont les garages mécaniques et les automobiles qui servent le trafic. Dans cette situation qui perdure, Conakry a enregistré un des plus graves accidents de la circulation avec 12 morts et plusieurs blessés à Antag en 2014. L'occupation anarchique provoque les accidents de la route. Actuellement, les travaux sont en cours et les véhicules ne circulent pas ici. C'est ici qu'on trouve le prix du pain. C'est pourquoi nous sommes assis sur la route. Quand il y a accident, je suis concerné. Mon épouse est concernée, ma soeur est concernée. Quand tu occupes une société, que tu te dises que toi qui rentres du boulot, tu vas perdre du temps. Mais cette perte de temps est occasionnée par ta cousine, par ton épouse, par ton frère qui a quitté le marché pour la route. C'est tous les Guinéens qui sont concernés par rapport à ce fléau. Quand tu prends les ordures de chez toi, tu viens mettre sur la route. Toi, tu l'as jeté. Tu t'en vas au travail. Au retour, tu trouves ces ordures-là assis qui ne parlent pas, qui rétrécissent la route, la chaussée. Ta cousine a occupé la chaussée, elle rétrécit. Toi, maintenant, qui es victime de bouchons, de ralentissement, tu consommes du carburant. C'est la frustration. C'est pourquoi la balle est dans le camp de la population, la balle est dans le camp du politique. Qu'on se dise que nous sommes Guinéens d'abord.
Pour libérer les emprises de la capitale et atténuer les accidents de la circulation à Conakry, le directeur national de la sécurité routière préconise une synergie d'action entre les acteurs de la chaîne. Autre doléance, le transfert des compétences aux collectivités locales. Le problème de route est transversal. Nous ne sommes qu'un maillon. Un maillon de la chaîne, c'est-à-dire chargé de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la circulation. Mais pas pour dégager les marchands. Pas pour enlever les ordures. Pas pour enlever les garagistes, non. Il revient à une autre structure. Car ces marchés-là se trouvent dans une commune. Ils sont sous l'égide d'un administrateur du marché. Il faut qu'ensemble nous nous levons, nous procédons à des mesures frappatoires pour que les gens comprennent réellement qu'ils doivent mettre leur vie en sécurité. Durant le plan d'urgence lancé par les autorités en octobre et décembre 2017, les artères de la capitale avaient affiché une belle image de propreté et de fluidité. Depuis, l'on assiste à un quasi-retour à l'anarchie dans la circulation. On va s'arrêter au petit bateau de Kaloum où le temps s'est arrêté pour les occupants de ce port de pêche artisanale en cause un incendie. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts sont enregistrés. Abdoulaye Ninguelande Diallo, reportage. Des moteurs hors bord, des filets de pêche, tout un dispositif réduit en un amas de débris dans ce magasin du port de pêche artisanal de Petit Bateau. On a vu seulement le feu qui se propage, qui commence à propager partout, de nulle part. On ne sait pas comment ça s'est commencé. Mais en tout cas, ça s'est commencé par le magasin qui est au milieu ici, que ça s'est commencé. Après, ainsi de suite, ça s'est propagé partout. Ça a suivi les chambres des marines des Anam comme ça. Et on a perdu tous nos matériels, tous nos biens. Mais la SAP n'est pas bientôt arrivée aussi. Nous, on débrouille pour prendre le sol, le sable ici et les boues pour essayer d'éteindre le feu. Des exploitants sénégalais sont parmi les victimes. Ils travaillent depuis plusieurs années avec les mareyeuses guinéennes. Après le passage de l'incendie, l'heure est au questionnement. Chacun tente d'oublier ses pertes pour se concentrer sur l'avenir. C'est plus que le mot, le perte qui est fait ici aujourd'hui. Nous, les marieuses guinéennes qui ont déplacé les Sénégalais là, de Sénégal jusqu'ici, de venir travailler pour nous. Si leur matériel est brûlé, de moteurs, les filets, les plombs, tous les matériels sont brûlés. Le dégât est plus que le mot. L'incendie a réduit les efforts de plusieurs années d'activité dans ce port, l'une des principales sources d'approvisionnement en produits halieutiques du pays. Je vous amène à l'Abbé pour parler de ces journées portes ouvertes au bureau régional de l'UNICEF. L'événement est organisé par l'institution quelques jours après l'ouverture de ces bureaux dans cette région. L'occasion d'expliquer aux populations la mission de cette institution onusienne. Le point avec Sarafdine Diallo, Mamadou Alpha Baldé. Quelques jours après l'inauguration de son bureau zone Moyenne Guinée, l'UNICEF ouvre ses portes aux populations et acteurs de la lutte pour le bien-être des enfants. Ainsi, l'institution entend cultiver un environnement de confiance avec sa population cible dans le but d'optimiser ses chances de réussite dans l'éradication des mutilations génitales féminines, la mortalité maternelle et infantile ou encore l'abandon scolaire. Cette journée porte ouverte plutôt vient se rajouter à tous les grands événements que nous faisons dans la région de l'Abbé, mais c'est aussi spécifiquement pour prouver aux communautés, puisque nous étions loin, nous étions à Conakry, nous venons de façon sporadique, temporaire, faire des interventions sur le terrain. Aujourd'hui, c'est leur montrer une fois de plus que nous sommes plus rapprochés d'eux, et que nous sommes là pour apporter tout le paquet d'interventions, aussi bien dans le volet santé, dans l'éducation, dans la protection, dans tout ce qui est communication pour le développement. Pour les visiteurs, c'est une journée pleine d'enseignements.
Je suis très contente pour l'arrivée du bureau UNICEF à la baie. Vraiment, ce que j'ai pu apprendre ici, j'ai vu vraiment l'importance de la scolarisation de la jeune fille à l'école, l'éducation des enfants à l'école, mais surtout de la jeune fille à l'école. Vraiment, aujourd'hui, je regrette beaucoup pourquoi moi, je n'ai pas été scolarisée. L'UNICEF Labé compte redynamiser davantage la longue et difficile bataille pour le respect du droit des mineurs et que des phénomènes comme le mariage précoce par exemple disparaissent à jamais. Voilà, c'est tout pour les infos de ce soir. Merci de nous regarder à Batenafadji, Dingirai, Lola et Kirwane. Demain, vous serez avec Hassan Ilal Sila à 13h, 17h et 19h. Fana Souma vous rejoindra à 20h30 dans Guinée Info. Très belle soirée et à très vite.